Droit de l'individu ou droit de l'homme. Pour saint Thomas, une loi injuste n'est pas une loi, et ceci parce que la loi, il s'agit de la loi humaine, ne tire pas son autorité d'elle-même, mais la tient d'une régulation qui la transcende, celle de la loi morale. Plus directement, sans avoir besoin de démonstration, la conscience commune a toujours dénoncé la tyrannie comme exercice arbitraire d'un pouvoir, de plus souvent usurpé, allant contre le bien et les droits des membres du corps social. En deçà de la tyrannie, mais dans la même ligne, on a toujours réprouvé l'usage abusif du pouvoir, même s'il est légitime. Ces exemples, à contrario, témoignent de la conscience que le pouvoir a sa finalité dans le service du bien de la communauté, dont les membres discernent par eux-mêmes de la rectitude de son exercice. C'est de la nature de ses membres que la société et son bien commun tiennent leur spécificité. La société humaine est une société de personnes. Nous avons là des vérités premières sur lesquelles il eût semblé que le consensus était définitivement acquis. Cependant, les idéologies totalitaires du XXe siècle, nées dans le contexte de la civilisation occidentale qui s'est développée en contact avec le christianisme, constituent un avertissement sévère que nous n'avons pas le droit d'oublier. Nous sommes fragiles et versatiles. La démocratie est un régime exigeant qui repose sur la responsabilité active de tous les citoyens. L'engagement de ces derniers requiert un certain degré de vertu et de culture, préparé et soutenu par une éducation correspondante. Or, les sociétés occidentales subissent l'attrait d'idéologies comme le consumérisme, l'hédonisme et une vision de l'existence qui s'épuise à l'intérieur du temps. Ces idéologies, qui imprègnent les mentalités, vont à contre-courant de ces exigences morales et culturelles. En fait, la civilisation occidentale traverse une grave crise pour laquelle Benoît XVI a parlé de relativisme. Il s'agit donc d'une crise de la vérité, marquée par le déclin des certitudes et par le doute, qui porte tout spécialement sur l'identité de l'homme. Nous pouvons donc parler d'une crise de l'anthropologie. Essayons de la caractériser en ce qui concerne la dimension sociale de l'existence humaine. En quelques décennies, et comme à l'insu de la conscience politique, un processus de mutation, dont la portée est considérable, affecte la substance de nos démocraties. Quelques faits, cependant, auraient dû retenir l'attention, comme la tendance toujours plus marquée à privilégier, dans les décisions législatives, les droits en situation se référant à des circonstances particulières de l'existence, de plus qu'à l'homme en tant que tel. Droits des mineurs, des anciens, des malades, des consommateurs, etc. En soi, cette évolution est positive, pour autant qu'elle découle d'une attention plus vive à des besoins et des exigences de certaines personnes. Mais cette tendance est accompagnée du risque de perdre de vue l'humanum, l'humanité de l'homme, dont les droits particuliers tiennent leur justification. Les choses se passent comme si ce qui n'était qu'un risque laissait de plus en plus de place à l'oubli et à la négation, de sorte que le sujet de droit devient l'individu défini par sa liberté individuelle. Pour mieux saisir la nature de ce phénomène
et en mesurer l'ampleur, un regard rétrospectif nous aidera. Les fondateurs des Nations Unies, à l'issue de la dernière guerre mondiale, dans l'intention d'empêcher le retour des aberrations criminelles du régime totalitaire naziste, ont décidé d'élaborer une charte contenant les principes garants des droits de toute personne humaine à laquelle les États seraient invités à souscrire. Ainsi est née la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, ayant valeur normative pour la législation et les pratiques des États signataires. Ceux qui ont contribué à la conception et à la rédaction du document ont effectué un travail remarquable. Ils ont su, par exemple, contourner l'obstacle qu'était la présence de l'Union soviétique, État totalitaire, parmi les fondateurs des Nations Unies. En dépit des limites du document, l'encyclique de Saint Jean XXIII, Pacem in Terris, du 11 avril 1963, tout en relevant certaines carences, en a reconnu le caractère bénéfique. Elle exprimait cependant un regret qui mérite attention. À l'énoncé des droits aurait dû correspondre celui des devoirs corrélatifs. Au point de départ, les rédacteurs se sont heurtés à une difficulté, à première vue insurmontable. En effet, sur l'idée même de ces droits et sur leur justification doctrinale, les hommes sont divisés. Entre des positions théoriques contradictoires, un accord semblait impossible. Benedetto Croce, représentant écouté du libéralisme philosophique, était d'avis d'abandonner le projet. Jacques Maritain, qui fut l'un des principaux artisans de la déclaration, avait indiqué la voie d'un accord possible. Si la situation était sans issue, à s'en tenir au plan de la pensée spéculative, il n'en allait pas de même à celui de la pensée pratique. Il convient donc de faire appel à un ensemble de convictions directrices de l'action que peuvent partager des esprits qui, par ailleurs, s'inspirent de philosophies ou de principes incompatibles entre eux. On s'appuiera donc sur, je cite, des principes d'action fondamentaux implicitement reconnus aujourd'hui à l'état vital, sinon à l'état formulé par des consciences des peuples. Fin de citation d'un opuscule de l'UNESCO de 1973. Pour écarter tout malentendu, le philosophe précise qu'il ne s'agit nullement de diminuer l'effort de réflexion théorique pour donner à ces principes un fondement rationnel ferme, ni de céder à une sorte de pragmatisme. Il faut opérer en sorte que la déclaration soit perçue comme un bien, une fin désirable et souhaitable en vue de la paix et de la liberté des peuples. La voie pratique, dans le contexte d'alors, se présentait comme la seule praticable, la seule réaliste. Solution précieuse, mais solution de repli, dont on ne cache pas la fragilité. Aussi bien l'affaiblissement de l'intérêt pour des questions théoriques concernant la nature humaine et la loi naturelle n'est pas étranger à la crise dont nous parlons. Cependant, parallèlement à cette crise, des travaux de valeur sur les droits de l'homme, sur leurs implications et leur mise en œuvre, comme la Charte des droits de l'enfant, représentent des acquisitions positives et un réel progrès. Ils sont dus principalement à des organismes internationaux dépendant des Nations Unies. Nous nous trouvons donc devant un double mouvement qui rend difficile un diagnostic équilibré. Le 12 janvier 2007, 27 pays ont signé la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle énonce comme premier article, je cite, « La dignité humaine est inviolable, elle doit être respectée et protégée ». Fin de citation. Cette charte a l'avantage de mettre l'accent sur la culture, l'éducation et l'actuation des droits de l'homme. Mais en même temps,
elle pèche par un excessif individualisme qui se traduit par une moindre attention portée aux relations sociales nécessaires à la réalisation des individus. La dignité humaine est le fondement des droits humains, mais l'inspiration individualiste en rétrécit singulièrement le champ. Là est sans doute le point central de la crise. Les droits de l'homme deviennent droits de l'individu. Le changement est loin d'être anodin. À l'origine des droits de l'homme, antérieurement aux interprétations divergentes et même parfois négatrices de cette origine, il y a la conscience judéo-chrétienne de la transcendance de l'homme par rapport à la création visible. Dieu créa l'homme à son image, hommes et femmes, il les créa. Genèse 1, 27. L'image de Dieu implique sa transcendance au sens de sa capacité et de sa vocation à entrer en relation avec Dieu. Le Concile Vatican II pourra ainsi affirmer de l'homme qu'il est, je cite, « la seule créature sur terre la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même ». Fin de citation de Gaudium et Spes 24, paragraphe 3. Là est le fondement de sa dignité intangible. Dans leur partage de cette dignité, l'homme et la femme sont égaux. Leur distinction est à la base du caractère social de l'être humain. Égaux dans leurs différences, ils participent à la même nature humaine, laquelle, en vertu de sa dimension spirituelle, n'est pas réductible à la nature physique et à ses lois, bien que, par sa corporéité, elles lui appartiennent. L'approfondissement de ces thèmes contribueront à l'élaboration de l'idée de personne. Chaque individu de l'espèce humaine est une personne intelligente et libre, dont la destinée est transhistorique. Dans cette perspective, s'est développée l'idéologie libérale qui recouvre plusieurs formes et qui repose sur la revendication et la mise en valeur de la liberté humaine. Intellectuellement parlant, la faiblesse de la conception libérale tient à son caractère unilatéral. La liberté est celle de l'individu qui tend à l'autosuffisance, faisant de la sociabilité une condition extrinsèque au service des besoins de l'individu et, comme en surcroît, relativement à la réalisation de soi. Cette autosuffisance conduira aussi, en vertu de la logique interne de cette conception, à la marginalisation et parfois à la négation de la relation à Dieu. Le moi, avec un M majuscule, devient le nouveau Dieu. Il revendiquera ses droits et comme il a affaire à d'autres moi, sa revendication se concentrera farouchement sur l'égalité. Les idéologies collectivistes, y compris sous leur forme totalitaire, s'expliquent par la difficulté de concilier liberté et égalité. Si la liberté est celle de l'individu, ce petit Dieu, il est clair qu'en donnant libre cours, on aboutira à des inégalités croissantes. Mais si l'égalité correspond à un impératif aussi absolu que la liberté de l'individu, elle a un droit équivalent à être affirmé, ce qui n'est possible qu'en mortifiant les libertés. Il est probable que les historiens de demain considéreront les totalitarismes comme des épisodes d'une crise interne à l'idéologie libérale. Celle-ci est aujourd'hui plus vivace que jamais, sous la forme d'un individualisme radical. Certes, d'autres facteurs ont joué, favorisant l'affaiblissement de la conscience des droits de l'homme, à commencer par leur non-application par certains États ou par la promulgation de lois qui sont en opposition directe avec eux. Mais c'est la dimension idéologique du processus que nous essayons ici de saisir. Je ne sais ce que Sartre, malheureux de ses origines bourgeoises et compagnon de route des communistes, eût pensé de la situation actuelle. Il n'empêche que sa conférence de 1946, « L'existentialisme est un humanisme »,
a fourni au libéralisme individualiste, qui imprègne la mentalité dominante aujourd'hui, quelques-unes de ses formules justificatrices. Sartre, qui ne recule pas devant des simplifications outrancières, oppose liberté et nature, laquelle équivaudrait à un déterminisme. De là, la négation de Dieu, créateur de la nature, est source du déterminisme. Tel est le sens de l'affirmation. Chez l'homme, l'existence précède l'essence. L'homme se fait lui-même. Il n'existe pas de nature humaine antérieure à la liberté qui, avec ses choix, est créatrice des valeurs. On reconnaît cependant une condition humaine qui impose des limites à l'acte libre. Mais la condition n'est pas un nom de la nature, car nous avons prise sur elle et nous pouvons la maîtriser et la modifier. Sans que tous suivent la pensée de Sartre dans son entier, et même chez certains qui ignorent tout de cette pensée, certaines de ces formules imprègnent la mentalité dominante. Ainsi, pour beaucoup, l'homme individu se définit par sa liberté, et celle-ci est créatrice des valeurs. C'est ainsi que l'idée que le sujet humain est tout entier dans sa liberté autocréatrice a inspiré certaines théoriciennes du gender qui adoptent la phrase de Simone de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient ». La division des sexes est un fait culturel qui appartient à la catégorie de la condition que l'on peut soumettre et transformer. Ce genre d'idées ont libre cours dans la mentalité générale où elles semblent avoir force d'évidence. Elles ont une incidence directe sur la conception que l'on se fait de la démocratie. Chaque individu humain se fait lui-même et du coup est créateur du sens et des valeurs dont il vit. À chacun sa vérité. Il n'existe aucune valeur ni aucune vérité qui s'imposerait objectivement à tous. Pour ce qui touche au vrai et au bien, c'est le relativisme qui domine. D'où la question, où trouver le consensus indispensable à la vie sociale ? L'aporie pourrait avoir des conséquences tragiques. De soi, en effet, une collectivité d'individus enfermés dans leur propre subjectivité ne tend pas spontanément à l'accord et à l'unanimité. La démocratie, comme système politique, repose sur la reconnaissance, juridiquement garantie, de l'égalité de tous les membres du corps social dont chacun est tenu d'exercer sa responsabilité en vue du bien commun. Ce qui présuppose la reconnaissance par chacun des valeurs objectives constitutives du bien commun. De ces valeurs, la Déclaration des droits de l'homme constituait un énoncé normatif ayant force d'obligation pour la conscience de chacun. Il existait ainsi un socle de convictions communes sur le fondement desquelles chacun pouvait faire valoir ses opinions. Dans leur pratique, les différences sont légitimes. Le relativisme ruine à la racine ses convictions fondatrices. C'est sans doute pour échapper à une telle issue fatale que les théoriciens ont avancé comme principe celui de la majorité, le gouvernement démocratique ayant besoin, pour s'exercer, d'une majorité parlementaire. Mais c'est là un principe fallacieux et pour deux raisons. Le Parlement a besoin d'une majorité stable. C'est pourquoi les constitutions fixent des règles techniques visant à assurer et renforcer cette majorité. Il peut ainsi se présenter des situations où la majorité parlementaire ne correspond pas à une majorité dans le corps électoral. Le système comporte donc un aspect de construction qui ne permet pas de parler de principe. Et l'autre raison tient à la nature des campagnes électorales. Les moyens de communication modernes devraient servir à la communication des idées. La démocratie
est une forme exigeante de régime, puisqu'elle présuppose que les citoyens agissent selon une responsabilité éclairée. Mais les campagnes ne vont guère dans ce sens. On y privilégie l'émotivité et l'appel au réflexe élémentaire. La part de l'argumentation est minime. Les succès du populisme ne sont pas de bon augure. L'absence de normes éthiques laisse un vide qu'il faut combler. La voie la plus facile est celle du pragmatisme au jour le jour, sensible aux fluctuations de l'opinion. Par ailleurs, les signes d'une riposte d'un autre genre ont de quoi inquiéter également. On tente à attribuer une autorité absolue à des décisions du Parlement, en réalité de la majorité du pouvoir, comme s'il y avait la compétence de décider de la vérité et du bien. Dans la logique de cette position, on s'opposera au recours à l'objection de conscience, l'expression du primat de la personne, de la part qui ne peut admettre certaines décisions qui touchent à l'humanité de l'homme. Sous un nouvel habit, l'esprit du totalitarisme est de retour. Un renversement complet est en train de se produire. On se propose de garantir l'égalité entre les individus, dont la liberté se veut autocréatrice, délestée de tout lien avec la transcendance. On tombe ainsi, inévitablement, sous la dictature du collectif, en réalité, sous la dictature de qui s'arroge la mission de parler en son nom. Si on ne reconnaît plus une transcendance comme fondement de la régulation éthique des rapports humains, ceux-ci deviennent des rapports de force. La violence, qui est susceptible de porter de multiples masques, devient la loi de la vie sociale. Tel est le processus qui nous menace. En définissant la personne humaine comme un individu dont l'essence tient tout entière dans la liberté autosuffisante, on exclut de cette essence le corps. Une conception mécaniciste et univoque de la nature, sans portée métaphysique, sous-tend cette mise à l'écart. L'idée de mariage s'en trouve bouleversée. Le mariage devient l'union de deux individus, quel que soit leur sexe. Il n'y a donc pas pour condition nécessaire la vocation propre de l'homme et de la femme, appelés par leur union indissoluble à fonder une famille, collaborant ainsi à l'œuvre du Créateur. Quant à la présence de l'enfant et à ses droits, elle ne s'intègre pas dans la famille à titre essentiel. Il satisfait le désir éventuel de partenaire plus comme un objet que comme un sujet de droit qu'il est en réalité. Il existe d'autres chemins que cette réduction à l'indéterminé pour assurer à chaque personne dans la société le respect de ses droits. En conclusion, il est probable que le relativisme ambiant favorise la diffusion de l'idéologie individualiste du mariage. Le relativisme n'est pas une école d'approfondissement des problèmes, puisque la valence des réponses en est déjà fixée. Par ailleurs, l'absence de certitude laisse dans l'âme un fort sentiment de frustration. Qui adhère à l'idéologie n'a pas besoin de faire valoir un effort exceptionnel, et il se rassure par le sentiment d'être à l'unisson avec son temps, comme si toute innovation équivalait à un progrès. Pour relever le défi et asseoir objectivement leurs convictions, les chrétiens ont alors porté un riche patrimoine doctrinal. Pensons à la Constitution conciliaire Gaudium et Spes, aux écrits de saint Jean-Paul II, sans oublier le catéchisme de l'Église catholique. Signé son éminence le cardinal Georges Cottier, dont la clarté des propos a sans doute été inspirée par saint Jean Chrysostome que nous fêtons aujourd'hui. Je vous remercie de votre matinale attention.